Amis, j'écoute une super radio, c'est Incubo ou Scooby-Dooby-Doo. Et bienvenue dans Maverick, l'émission de 20h présentée par Grégoire Dandois et normalement un autre invité qui est avec moi mais qui est en ce moment à la recherche d'une boisson doucement alcoolisée, de l'ambroisie. Ce soir, je vais pouvoir faire mon introduction sans personne, c'est utile. Oh Antonin, si tu veux participer. Oui, enchanté. Voilà, Antonin. Ce soir, nous allons parler de Martin Scorsese. Ouais. Et le titre que tu as toi-même énormément de mal à prononcer, qui s'appelle Good Night, c'est Good Night to the Bad Guy. Tu connais son origine, ça ? C'est Good Night to the Bad Guy. Et pourquoi cette émission s'appelle comme ça ? Eh bien parce qu'à l'époque de la mafia qui était encore très présente à New York, quand elle était encore très puissante, quand on devait arrêter un mafieux, les policiers disaient « It's time to say goodbye to the bad guy ». Et c'est le thème principal de cette émission où Maverick doit toujours démolir des idées reçues sur certains réalisateurs. Nous allons démolir 2 idées chez Martin Scorsese. La première, c'est qu'il ne fait pas que du cinéma de gangster. C'est-à-dire que c'est une image qui lui colle à la peau depuis très très longtemps à cause de 3 de ses films, dont 2 ne sont pas du tout des films de gangsters, mais que les gens ont tous identifiés comme ça. Et la deuxième image qu'on va démolir, c'est Martin Scorsese n'est pas un dieu. C'est-à-dire que c'est un humain qui peut se tromper et nous en parlerons dans un film qui est nul. On va pas. C'est ça que tiendra l'émission de Maverick aujourd'hui. Et nous commençons tout de suite sur les chapeaux de roue. Massimo est autour de la table maintenant. Oui. Massimo est autour de la table. 3 adjectifs très rapidement. Gourlu, Barla-Papin et sa mère. Sa mère, d'accord. Et nous allons commencer tout de suite avec un film qui a marqué les esprits, qui est peut-être le film le plus culte de cette sélection que j'ai fait ce soir, parce que nous parlons d'un film sorti en 1976 qui s'appelle Taxi Driver. Massimo, comme toujours, tu as la chance de commencer, et après je ferai un synopsis, après que tu aies parlé. Je dois parler de quoi ? Juste du film. Peu là, importe, je me lance, que penses-tu de Taxi Driver ? C'est tant super qu'œuvre. sexy, j'adore Taxi Driver, c'est la 2e fois que je vais Taxi Driver, j'étais super content de voir Taxi Driver, De Niro me fait toujours autant peur, j'adore les taxis, j'adore le jazz, pas forcément le porno, et il y a du porno dans le film, hein, voilà. De Niro va avoir du porno. Il y a beaucoup de cul dans Scorsese, et on va en parler. Voilà, de Scorsese et la solitude, Scorsese et la musique, Scorsese et les beaux plans. Scorsese et les beaux plans. Et nous commençons tout de suite par un rapide synopsis de Taxi Driver. Travis Bickle est un jeune homme atteint de ce qu'on appelle couramment l'insomnie, car il a un traumatisme dû à la guerre du Vietnam. Et oui, tu ne le savais sûrement pas, parce qu'il faut voir la version longue pour savoir qu'il a un traumatisme dû à la guerre du Vietnam, et c'est pour ça qu'il déteste la société. Il s'engage un jour... Non, Antonin m'a dit qu'il devait aller faire pipi. Il s'engage un jour en tant que chauffeur de taxi de nuit parce qu'il n'arrive pas à dormir la nuit à cause de ses traumatismes. Il tombera amoureux d'une femme qui lui brisera le cœur et ce sera la descente en enfer de ce bon vieux Travis Bickle. Pour certains, la montée au paradis. Pour certains, la montée au paradis, mais alors c'est des gens qui n'ont pas compris le film. Mais on en parlera. Oui, mais ils sont là. Ah oui, mais bien sûr qu'ils sont là. Mais ça, on va en parler. C'est pour ça que l'émission s'appelle aussi Say Goodnight to the Bad Guy, parce que beaucoup des héros de Scorsese sont au final pas des héros. Totalement d'accord. Et donc, maintenant, quelles étaient tes premières impressions ? Tu vas essayer d'oublier le fait que tu as dû le revoir. Tu vas essayer de te remettre dans cette position de premier lecteur d'une œuvre. À quoi ressemble Taxi Driver pour un non-initié ? Je dirais qu'il y a à la première lecture qu'on n'a peut-être pas forcément à la deuxième, quelque chose de très contemplatif, parce que il y a ce côté taxi où on est à l'arrière, on est vraiment dans le taxi, on est vraiment conduit par le film et on regarde toute la ville de New York vivre autour de nous. Scorsese montre vraiment un amour quand même pour cette ville à travers ce film. Il y a cette envie de toucher le film, il est super sensoriel, c'est un film qui éveille vraiment les sens. Ces beaux plans qui sont pourtant agrémentés des commentaires de Travis sur la ville, qui est pour lui juste une poubelle, une décharge qui aurait bien besoin d'un coup de Karcher. C'est littéralement ce qu'il dit. On voit beaucoup plus le film à travers les yeux de Scorsese qu'à travers ceux de Travis. On l'entend à travers Travis. J'ai juste besoin de la tablette pour après. On l'entend à travers Travis, mais on la voit à travers Scorsese. Et ça, c'est beau. Ça, c'est déjà un point très important du film, qui l'a rendu en partie culte. Cette beauté de New York face à cette dégradation de l'âme humaine que représente Travis.
Et on pourrait pas parler de Taxi Driver sans parler d'une scène. Ouais, on arrive déjà au fait qu'on va parler de cette scène-là, la scène la plus culte, parce que j'ai une belle anecdote sur cette scène culte, et c'est bien sûr cette scène « Are you talking to me ?» Yes. Déjà, avant que je te partage ma belle anecdote, qu'en penses-tu de cette scène, de son profil culte? C'est super. C'est une scène cool, on va dire, quand même par rapport au reste du film. C'est pas forcément la scène qui me marque le plus. Oui, on a un De Niro fou, on a ce moment où il s'amuse un peu avec sa violence. Il y a un petit, on pourrait dire qu'il l'accepte à ce moment-là un peu. Et là, oui, oui, voilà. Eh bien, j'ai une anecdote pour toi. Cette scène n'est pas écrite. C'est-à-dire que c'est que de l'improvisation de De Niro. Robert. Ah Robert. Robert De Niro qui fait une improvisation totale et qui a créé une des scènes les plus cultes du cinéma, au final. Et tout ça nous amène parce que Taxi Driver, je regarde l'heure, Taxi Driver qui donc une montée au paradis ou une descente en enfer, c'est que malgré le final assez tonitruant, sanglant, monstrueux du film, certains ont considéré Travis Bickle comme un héros. Comment expliquer ça? Comme pour Joker dernièrement. Allez, on va parler de Joker juste après, mais... Oui. On installe déjà... Du coup, oui. Du foreshadowing. Du coup, on préfère un mélange des deux, on pourrait dire une montée en enfer. Une montée en enfer. Très utilisé. C'est un terme qui est lui-même utilisé par Scorsese. Ah bah voilà. Parce que Travis Bickle nous raconte quand même l'histoire d'un méchant. Je n'ai pas peur de le dire. Pour moi, c'est le vrai méchant du film. Hein. Même si on nous montre des êtres tout aussi ténébreux que lui qu'il va affronter à la fin. Et au final, c'est le mal combat le mal. Hein. Bah oui, par exemple, dans cette scène où il rencontre cet homme qui se présente pour les présidentielles. Sports. Ah non, ok, oui, non. J'ai cru que tu parlais de Sports. Voilà, il lui dit... Palantine. Il dit, voilà, monsieur Palantine, je suis un grand fan de vous, je suis sûr que vous allez être président. Et monsieur Palantine lui répond... Ah bah très chouette, merci. Si vous étiez président, qu'est-ce que vous feriez? Et là, il lui dit écoutez, j'en ai marre de cette ville, elle est sale, elle pue, j'en ai marre de voir ces racailles. Il nous a fait un peu Sarkozy avec le Karcher. Et du coup, oui, déjà rien que là, face au gentil petit président, on a Travis qui déjà nous dit qu'il veut... qu'il a quand même des envies de meurtre, quoi, un peu. Hein. Ah oui, des grosses envies même. Et même qu'il y a une scène très connue du film où il a une iroquoise. Yes. D'ailleurs, il s'est pas rasé les cheveux, hein, c'est que du make-up. C'est parce qu'il avait encore besoin de tourner des scènes avec ses cheveux après. Mais c'est très 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 bien fait, c'est magnifiquement bien fait. Et cette scène qui moi me traumatise, c'est une scène que j'ai en tête quand il l'applaudit là en souriant, en étant lointain et qu'il s'approche de lui, qu'il s'apprête à le tuer, mais qu'on le remarque alors il fuit parce qu'il n'a pas encore le courage à ce moment-là du film d'atteindre son but, qui est d'assassiner Palantine. On peut quand même le reconnaître. Oui, à ce moment-là, oui. Et j'ai une autre anecdote parce que mon travail de recherche ne s'arrête jamais. C'est un film avec plein d'anecdotes. Oui. En 1981, John Tinckley Jr. Donc le film est sorti en 76. 1981, John Tinckley Jr. fait une tentative d'assassinat sur Ronald Reagan, qui est le président américain de l'époque. Mm-hmm. Et au tribunal, dira s'être inspiré de Taxi Driver. Magnifique. De la scène de Taxi Driver. Et c'est d'ailleurs, le film sera projeté au tribunal comme évidence. Ah ouais, ok. Ah ouais, putain, Et donc, encore un exemple de... Oui, le cinéma a un impact sur le monde. Et non, Travis n'est pas un héros. Et non, Travis n'est pas un héros. Parce que Travis serait très semblable au Joker de Todd Phillips. Hein. Enfin, on va pas se mentir, Todd Phillips qui s'est hautement inspiré du cinéma de Scorsese, mais on en parlera beaucoup plus dans le film d'après. Et c'est effrayant de se dire ça. C'est un peu la même admiration que les gens ont pour Tony Montana dans Scarface, de Brian De Palma. Oui, je pense qu'on pourrait le relire. Même si Tony Montana fait preuve de plus de morale que Travis Bickle. Je pense que si les gens suivent un peu Tony Montana et ses idées, c'est pas parce qu'ils le voient comme un héros. C'est plutôt par rapport au mode de vie, tandis que ici, par exemple, Travis Bickle n'a pas du tout un mode de vie inspirant. Hein. Ah non. Mais il joue avec des flingues, quoi.
Oui, bah oui, il vit avec ses flingues. Ce mec fait des câlins à ses flingues, faut en parler quand même. Moi, ça me stresse les moments où tu vois dans son appart, il regarde ses flingues comme ça, il devient fou. Quand il est au cinéma et qui fait le geste du flingue vers l'écran, ouais, et à la télé, quand il fait tomber la télé en imaginant qu'il tire sur les personnages, cette envie de meurtre en fait, c'est pas un personnage qui est mené par la raison, c'est un personnage qui est mené par son envie de meurtre, de se dépasser quoi. Et c'est atroce de se dire que c'est devenu une marque héroïque à l'époque. Parce qu'à la fin, même le film critique cette image de héros qu'il peut avoir. Parce que le film, à la fin, lui dit dans les journaux que c'est un héros. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Le film avait déjà anticipé les critiques. Et Scorsese en parle très bien dans une interview que je conseille, où il avait lui-même anticipé que les gens allaient voir Travis Bickle comme un héros, alors que c'était pas du tout le message. Et il voulait tellement le mettre dans son film. Mais il y a ce truc avec Travis où il est en marge de la société et comprend clairement pas ce qui se passe autour de lui. Et chez lui, il y a cette banalisation de la violence, banalisation du sexe, banalisation de tout ce qui est autour de lui. Et quand il voit de la violence, enfin, à part de moment, il y a comme le moment où il est choqué dans le night shop. Mais oui, pour lui, il n'y a rien de fou, quoi. Choqué, ou alors moi je dirais même extatique, face à la violence qu'il vient de perpétrer parce qu'il tue un mec. Et le vendeur du magasin qui dégomme à coup de baramine le mec qui essaie de... Alors qu'il est mort, hein, il est déjà mort. Hein. On voit le vendeur de magasin défoncer à coup de baramine le hold-upper. Quoi. Cette scène, pour moi, c'est un miracle de cinéma. Et parlons un peu vite fait, avant qu'on arrive à la fin du temps imparti pour ce film, de comment c'est filmé. Comment, tu vois, on en avait parlé parce qu'on a regardé le film ensemble, on a re-regardé le film ensemble, et qui est comment c'est filmé et le fait que la caméra devance toujours le personnage. Oui, comme je disais, Travis comprend pas grand-chose à ce qui se passe. Il est toujours en retard par rapport à ce qui se passe. Il a besoin d'analyser, et même en analysant, par exemple, il écrit beaucoup chez lui. Dans un journal, oui. C'est de là qu'on entend les voix comptées par De Niro. Et bah oui, il est tout le temps en arrière, en recul. Il cherche, il court après, mais il n'atteint jamais ce qu'il veut. Et c'est très bien montré. Et moi, je pense à cette scène où il est au téléphone et que la caméra le devance sur son mouvement. Mais bien une bonne minute avant, on l'entend toujours parler hors Oui, cam. on voit juste le couloir et la rue derrière. Qu'après, De Niro rentre. Parce que New York est toujours là. Arriver à montrer que son personnage est même en dehors de la caméra, en dehors du film, en retard sur la société. Et on arrive à la fin d'un temps imparti, malheureusement. Donc, il va falloir un dernier mot sur Taxi Driver. Sensoriel. Moi, vraiment, c'était là-dessus. C'est un film que je disais, j'avais envie de le toucher, quoi. Il y a les couleurs, le jeu sur les couleurs, sur le son. Il est beau, quoi. Une merveilleuse porte d'entrée pour le cinéma de Scorsese. Et vous en aurez besoin pour le reste de la sélection de films que nous allons avoir. Mais nous enchaînons tout de suite avec une pause musicale sur Baptiste Vermeer, Dream.
Et re-bienvenue dans Maverick. Oh, nous continuons notre aventure à l'intérieur des films de ce bon vieux Martin Scorsese. Et pas des moindres. Ah, pas des moindres, parce que nous allons maintenant parler, après avoir parlé d'un de ses plus grands classiques, un des plus connus, nous allons parler peut-être d'un film un peu plus méconnu. Pour le grand public en tout cas. Malheureusement. Parce que nous parlons d'un film sorti en 1982 qui s'appelle La valse des pantins. Alors, je vais faire un rapide synopsis de La valse des pantins et ça devrait vous rappeler quelque chose. Tu l'as pas fait d'ailleurs pour Taxi Driver. Si, je l'ai fait. Hein. Mais après, le fait que tu aies parlé en premier. Donc, pour La valse des pantins, c'est l'histoire d'un jeune comédien qui fait du stand-up, qui rêve de devenir une grande star, on va pas se le mentir. La plus grande des stars. La plus grande des stars. Il est fan d'un homme qui s'appelle Jerry Lewis, qui est joué par Jerry Lewis et qui s'appelle Jerry Langford. Non, comment ? Jerry Langford. Oui, Jerry Langford. Et il demande des conseils à cette personne qu'il n'a regardé que sur la télé avant, et un jour va rentrer dans sa limousine pour lui demander des conseils. Suite à cette rencontre, la vie de Jerry Langford va devenir un enfer, car il sera toujours harcelé par ce personnage qui s'appelle Robert Pupkin, qui est aussi joué par De Niro. De Niro. On retrouve 2 fois De Niro ici, on retrouvera 2 fois le même acteur plus tard. Et si déjà le synopsis du film vous rappelle quelque chose, c'est parce que ça a été la plus grande influence pour Joker de Todd Phillips en 2019. La valse des pantins. D'ailleurs, si ce qui est assez drôle, c'est que De Niro joue le rôle de Jerry Langford dans Joker. Yes. Oui, c'est ça. C'est la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Todd Phillips s'inspire énormément d'un des plus grands films de Martin Scorsese pour faire un film plutôt bon. Il est sympa. Il est sympa. Et maintenant, La valse des pantins. Oui. De Niro, ultra creepy. Oui. Parle-nous-en de ton ressenti, mon bon Massimo. Ah, bah c'est mon préféré de Scorsese. C'est le De Niro que j'aime. C'est le De Niro flippant, le De Niro qui est pas social. C'est le freaky guy parfait. Ah oui. J'adore. Ce mec est ouf. Ses yeux, bordel, les yeux de De Niro. Il croit à tout ce qu'il dit. Il arrête. Le nombre de bobards qu'il dit dans ce film, c'est incroyable. Moi, c'est sa relation avec Masha. Masha est une autre fan dingue de Jerry Langford dans le film. Qui est la sœur de Rupert. Oui, qui est la sœur de Rupert. Et il y a des scènes avec Masha qui sont terrifiantes, quoi. Quand elle attache... à un moment, ils enlèvent Jerry Langford. C'est pas un spoil parce que c'est au milieu du film, hein, à peu près. Ils enlèvent Jerry Langford et il y a une scène, mais malsaine, où elle veut faire l'amour avec lui alors qu'il est attaché sur une chaise. Est-ce qu'on débarrasse la table ? Ah oui. Je me dis, c'est un peu banal de le faire dans un lit. J'ai toujours rêvé d'être pris sur une table, Jerry, et encore plus par toi. Et c'est atroce, cette scène est absolument abominable. Parce que, on a failli quand même. Je pense que si Scorsese avait été le Scorsese qu'il est aujourd'hui, à l'époque, on aurait vu la scène de cul. Ah non, ils auraient pas. Ouf. il s'étouffe. Je suis ému par De Niro. Ouais. Et parce qu'il y a un running gag dans cette émission, que je fais une petite aparté, il y aura un running gag dans cette émission que je vais répéter à chaque critique et j'ai oublié de le faire pour Taxi Driver et je suis très triste. On ne parlera pas du Loup de Wall Street. Ah non. On ne parlera pas du Loup de Wall Street. Retournons sur La valse des pantins. Et donc, ce film, qui est malheureusement un des plus méconnus de Scorsese, on en vient à un point extrêmement intéressant pour moi, c'est la manière dont Scorsese filme son raté. Là où dans Taxi Driver, il filme son loser, qui est aussi joué par De Niro, d'une manière où la caméra est toujours en avance, dans La valse des pantins, Robert Pupkin est toujours en avance sur la caméra. Dire, oui. C'est-à-dire qu'il met 2 types de losers très différents dans ces 2 films. C'est-à-dire que là où Travis Bickle est en retard par la caméra, il est en retard sur la société, Robert Pupkin est en avance. Il va plus loin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a tout son côté creepy. Parce qu'il a cette ambition folle qu'il habite en fait. Ah ouais, le mec est déterminé de ouf. Les moments où il attend dans le studio. Horrible, ce moment, horrible. On lui dit non, on va pas pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Il fait non, je préfère attendre. Non, de toute façon, j'ai rien à faire. Hein. Ouais. Mais il est toujours. C'est un comédien qui est drôle quand il ne veut pas forcément l'être. Je repense à ce moment qui me fait mourir de rire quand il arrive justement dans les studios de Jerry Langford et qu'il sonne à Jerry qui fait il est en réunion. Ah bah en fait moi aussi je suis en réunion, du coup ce sera pas possible. Ou alors qu'il attend au téléphone mais dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui va lui dire le monsieur, ça fait 2 heures vous êtes au téléphone. Il dit ah mais on peut pas téléphoner, ça reçoit que les appels dans cette station. Il est fou. C'est incroyable. Non, franchement, c'est magnifique. Et il y a cette scène où
l'adoration de Rupert pour Jerry va beaucoup plus haut que ça, jusqu'à s'introduire dans sa maison de vacances. Ça, c'est la scène qui m'effraie. Ah ouais. C'est-à-dire que Rupert, on ne sait pas d'ailleurs comment il a eu l'adresse, on ne le saura jamais, mais il s'introduit dans la maison de vacances de ce mec qu'il adore et lui dit oui, on a attendu, non mais il nous a invités, c'est pour ça qu'on est là. Et mais venez, c'est pas grave, appelez Jerry, vous allez voir, on est invité quoi. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que même quand Jerry s'énerve, etc., t'as Robert qui fait non, mais c'est une blague, Jerry, pourquoi tu t'énerves comme ça? Mais c'est super drôle. Surtout après, il dit que c'est Jerry qui fait une blague. Oui. Oh, mais t'es con, Jerry. Ouais. Et j'ai une anecdote sur cette scène. Oh merde. Jerry Lewis est d'origine juive. Pour l'anecdote, c'est importante. Ok. Parce qu'en fait, sur le tournage, Jerry Lewis n'arrivait pas à s'énerver assez fort. Et alors, De Niro lui crachait des insultes antisémites à la gueule. C'est une vraie anecdote. Hein. Et c'est pour ça que c'est un peu triste, c'est pour ça que Jerry Lewis et De Niro ne se saquent pas aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à se saquer à cause de cette scène. Parce que Lewis a vraiment mal pris ce qu'a dit De Niro. Quoi. Ce qui a aidé au film, vu que Lewis est censé ressentir un dégoût total pour le personnage de De Niro. D'ailleurs, il y a un point Godwin, justement. Ah oui, il y a un énorme point Godwin. Il y a un énorme point Godwin, oui. Je sais plus exactement ce que De Niro lui dit. Il lui dit un truc du genre... les comédiens, ils sont pas respectés et tout. Vous me respectez pas. Un jour, je serai le plus grand comédien. Enfin, je sais pas, il dit une connerie du genre. Ouais. Et Jerry Langford lui répond Hitler aussi. Ah oui. Ça vient de n'importe où comme ça. Un jour, vous allez voir que je suis peut-être un petit mec que personne ne connaît, mais un jour je serai connu et tout le monde me respectera. Oui, mais Hitler aussi. Quelle horrible scène. Mais quelle splendide scène. Splendide, parce que là, on commence à arriver dans un côté de De Niro, de Scorsese qui est assez intéressant. C'est qu'il commence à oublier la beauté de la caméra. C'est très important pour le reste de son cinéma. Il y a encore quelques belles scènes oniriques. Je pense à la scène où Robert répète son numéro face à un faux public avec que des murs blancs. Yes. Et qui a d'ailleurs, à la fin, il y a un retour à cette scène-là quand il est vraiment sur scène. Ce que le final du film, parce que, je le rappelle, dans Maverick, nous spoilons comme des gros porcs, à la fin du film, il enlève Jerry Lewis, fait son spectacle, et son spectacle fait mourir de rire les gens. Aussi bien que quand il sortira de prison, il deviendra The King of Comedy. C'est le titre du film en anglais, hein, The King of Comedy, qu'on a traduit par La valse des pantins parce que les traducteurs sont des branleurs. Et il atteindra en fait son but par ses mauvaises actions. C'est encore une fois pour ça que Scorsese filme toujours des méchants, ne l'oublions pas. Par ses mauvaises actions, il atteint son but et réussit. Je vais citer une phrase que j'ai notée, que j'aime beaucoup. Je n'ai pas besoin de la regarder, en fait je la connais. Il vaut mieux être un roi pendant 1 heure qu'un loser toute sa vie. C'est la punchline du film. Et cette punchline, elle te rentre dans la gueule, mais à une vitesse incommensurable. C'est... Qui a un peu la même structure que la punchline de Shutter Island. Oui, mais ça, on en parlera plus tard dans l'émission. On en parlera plus tard. Parce qu'on arrive déjà à 20h30, c'est-à-dire que le temps file et on ne l'arrête pas. Et nous parlerons bientôt du temps. Dans un film qui retournera énormément dans le passé, juste après, avec Willem Dafoe. Oh man. Oh man. Et c'est tout de suite un dernier mot sur La valse des pantins. Drôlement déprimant. Oh, mais c'est vrai, par exemple, la scène de course dans les couloirs où il est poursuivi, et t'as une petite, une petite musique de fond, genre une musique d'ascenseur. Ouais, c'est très drôle. Et tu vois De Niro qui court tout doucement comme ça avec les gardes qui courent derrière lui, il repasse devant la porte. C'est drôle, mais c'est tellement déprimant sur ce que ça dit sur le personnage. Ah ouais, oui, c'est horrible. Et c'est pour ça, moi, je terminerai par vous dire que regardez La valse des pantins, qui est trop méconnue, malheureusement, et qui est semblable à cette interlude de 15 minutes sur le film, assez déconstruite, parce que nous n'avons pas réussi à être clairs, c'est normal, c'est un film qui n'est pas clair, qui est lui-même très déconstruit, et il faut être disponible et vous pencher dedans, parce que c'est magnifique. Faut être disponible, je pense, c'est quand même un film. Non, c'est très lent, moi je trouve ça très lent quand même. Hein. C'est pas un défaut du film, hein, mais c'est un film plutôt lent comparé à ce qu'a fait Scorsese. Je suis pas d'accord, c'est des films très longs. Scorsese a besoin d'être disponible. T'as besoin d'être disponible pour Scorsese. Ouais, quoi qu'il arrive, t'as besoin d'être disponible pour Scorsese. Mais donc on a besoin d'être disponible pour La valse des pantins.
Ok. J'accepte. Et nous allons tout de suite un deuxième interlude musical avec Esquil AD, L'Enfer sur Terre. Incubo Radio. Ouais, skill, yeah. Ouais. Je lève la tête et j'observe les étoiles. Elles sont si sages, elles paraissent si paisibles. Car mon esprit c'est pas le plaisir qui plane. Je ressens tellement et ça me fascine. On n'est qu'un paquet de cendres sur une planète en feu à des milliards d'années de forme de vie. Et même si on fait vite, nos petits-enfants verront pas ça de leurs yeux. J'aimerais que ça me rend triste. Si on est seul, pourquoi le chaos est partout? J'ai encore la naïveté de croire qu'un jour on se réunira tous. Le jour où le destin aura choisi pour nous la seule intelligence de l'univers disparue pour toujours. Mais ça peut pas être ça, la logique de cette terre. La création, puis le chaos, puis y a plus rien jusqu'à l'enfer. Dis-moi que Dieu existe, que dans mon dos les fantômes meurent, mais que la vie m'est continue dans un monde parallèle. La vie c'est pas ce que je vois, la vie c'est pas ce que je crois. Et je crois en rien et ça m'emmerde parfois. Je deviens dingue, c'est ça. J'aimerais juste savoir pourquoi, ouais. Si notre existence a un but, pourquoi on ne la connaît pas? Perdu entre les songes et ce qui me semble réel. Comment ne pas perdre la tête quand tout est créé même par elle? Car devenir adulte c'est mettre ces derniers dans une boîte. Rouvrir cette boîte de manière exceptionnelle. Grâce à l'alcool, au pétard, à la musique puis à la fête. C'est pendant ces moments de court insouciance qu'on se retrouvera. Mais t'as besoin de te retrouver toi. Alors toi, que trouves-tu d'exaltant dans cela? Dans la drogue, l'euphorie, le bonheur sans apostrophe. C'est beau, ça apportera que la joie aux autres. Et pour une fois je suis content de faire partie des autres. Il est 7h13 du mat, le soleil commence à se lever. À l'heure où j'ai envie de me fumer. Mais c'est si calme et si paisible, comme si la nuit continuait dans mes pupilles. C'est qui voit le trop plein d'amour plutôt qu'un immense vide. Ouais, c'est l'amour et c'est la vie et c'est comme ça et c'est bien triste. Et bienvenue dans Maverick, où nous enchaînons tout de suite avec le troisième film, sorti en 1988. C'est un film qui fera polémique. En effet, adapté d'un livre de Nikos Kalegas, sorti en 1955, La dernière tentation du Christ. Alors moi j'ai plein d'anecdotes sur ce film, et plus sur sa condition de sortie qu'on ne racontera pas tout de suite, parce que je vais m'atteler d'abord à un synopsis, qui sera assez simple à faire, parce qu'au final, vous avez déjà lu la Bible ? Et ben voilà, c'est ça, c'est la Bible. Alors, il y a quelques changements et c'est là que je vais en venir. C'est-à-dire que l'histoire suit l'histoire de la Bible avec les moments très importants de Jésus. C'est vraiment Jésus, hein. On parle vraiment de Jésus. C'est pas un film qui se passe à une autre époque où on parle de la dernière tentation du Christ. Non, c'est la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus jouée par un Willem Dafoe aux petits oignons qui est absolument magnifique dans ce rôle. Il est bien cuit. Hein. Ah oui, il est bien cuit. Un bœuf bourguignon de Willem Dafoe. Et il y a quelques changements à l'histoire catholique, parce qu'on essaye de mettre à Jésus non pas une dimension divine, mais une dimension humaine, pour le transformer en homme. Voire même que Jésus, dans le film, hésitera à utiliser la violence pour faire passer son message, qui est, je pense, un des messages les plus importants du film. Hein. Oui. Et il y aura cette scène finale qui fera extrêmement polémique, et que encore une fois, dans Maverick, on spoil comme des porcs, où Jésus est sur la croix. C'est les dernières 40 minutes du film. Jésus est sur la croix et il imagine sa vie s'il n'avait pas été le Messie. Il a une femme, des enfants, avec d'abord la prostituée Marie-Madeleine, ensuite avec d'autres femmes. Et c'est donc un film qui a fait extrêmement polémique à l'époque où il est sorti. C'est-à-dire que, on parle quand même de l'Amérique. On parle quand même d'un pays extrêmement conservateur, un pays extrêmement catholique. Avoir un film qui revisite la vie de Jésus. Mais laissez Jésus tranquille, merde quoi. C'est pas bien vu. C'est pas possible, ça. Et tu as toi aussi une anecdote sur ton visionnage de La dernière tentation du Christ. Alors oui, donc j'ai dû regarder La dernière tentation du Christ en urgence avant de venir à l'émission. Donc je rentre de mon trajet de train et j'arrive chez moi. Je lance mon petit film et là, paf, les trompettes, les tambours à côté de moi, une sorte de vieille musique folklorique qui accompagne un Jésus qui n'est pas du tout folklorique. C'était horrible, ça n'allait pas du tout dans l'ambiance. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu, je me suis accroché à Jésus, j'ai dit sauve-moi, je crois en toi. Mais il n'a pas cru en moi et c'était un visionnage très compliqué. Oui, moi c'est-à-dire que j'ai regardé Shutter Island aujourd'hui. Aussi pour cette émission, et j'ai eu la chance de, pendant 1h30 de film qui dure 2 heures, pas de trompette,
Mais les 30 dernières minutes du film qui sont les plus dramatiques, j'avais des trompettes. à fond de balle derrière. Et des gens qui chantent, ils font... pendant que DiCaprio est en train de chialer sa mère sur l'écran et t'as des gens derrière qui sont en train de crier et faire de la trompette, tu fais en mode ok super, ça donne une autre dimension au film, ça lui permet une seconde vie d'une certaine manière. Mais revenons sur la dernière tentation du Christ. C'est-à-dire que moi j'ai pris des notes parce que c'est un film, ça fait partie, c'est comme Jurassic Park la dernière fois. C'est un film qui ne m'intéresse pas d'en parler en lui-même, parce que tout le monde connaît l'histoire de Jésus. Et c'est filmé d'une manière assez banale, parce que c'est pas le propos du film. Ben, il y a toute la dualité que rencontre Jésus au niveau... On y viendra. Ah, mais quand même, quoi, mince. Et c'est-à-dire que ce film, et personne n'en parle aujourd'hui, en 88, a provoqué des incendies de cinéma, des tueries de masse, faits par des catholiques qui ne voulaient pas que le film sorte. C'est un film sponsorisé par les Français, et que l'Église catholique américaine a envoyé un mail, enfin une lettre à l'époque, a envoyé une lettre à ses collègues français pour brûler des cinémas et faire des tueries de masse dans les cinémas quand le film sortirait. C'est... Et ben putain, aimez-vous les uns les autres, bordel. C'est un film qui a fait extrêmement polémique, et même avant qu'il sorte. C'est-à-dire que les incendies de cinéma a commencé à la production du film. Il n'était même pas déjà sorti. Voilà le monde dans lequel on vit. We live in a society. Joker, Todd Phillips. Scorsese est un bad guy malgré lui au final. Et d'ailleurs, Scorsese, je conseille, on pourra peut-être la mettre dans la description de la vidéo pour l'émission, un excellent article où Scorsese réagit 20 ans plus tard à toute cette polémique autour de la tentation du Christ et qui explique qu'en fait pour lui, parce que Scorsese est purement catholique, c'est-à-dire que Scorsese est extrêmement catholique, il ne remet pas du tout en question la religion dans ce film. Justement, c'était pour lui, comme il le dit, sa manière de faire son acte de foi, montrer un Jésus humain, un Jésus qui a des doutes, et donc un Jésus plus proche de nous. Mais partons, tu as commencé à parler de la dualité, parler purement cinéma, ça m'excite. Qu'as-tu à dire sur cette dualité ? Donc on a, comme tu l'as dit, au début, Jésus ne croit qu'en l'amour. Voilà, il veut répandre l'amour autour de lui, il dit que l'amour est en nous, que Dieu est amour, et qu'il faut répandre l'amour, et donc répandre Dieu. Mais plus tard, il se rendra compte que même s'il n'est pas d'accord avec la violence qu'il voit autour de lui, il y a de la violence en lui, et il doit l'accepter. Et comme ses confrères les Romains, il va répandre son message par la violence. D'ailleurs, il y a des scènes folles, on voit Willem Dafoe dans les marchés, en train de renverser toutes les tables... oui, il est super violent, quoi. Il frappe tout, oui. Puis il mais crie. c'est une vraie scène de la Bible, hein. Je sais pas si t'as lu la Bible, mais Jésus détruit aussi un marché dans la Bible. Ah, il le fait là aussi, de manière violente. Voilà, il y a un moment où il est dans le désert, il fait son jeûne, il voit le serpent, il voit le lion, puis dans cette scène, il y a un changement à la Bible, justement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que l'arbre qui apparaît, et qui a du sang quand il croque dans la pomme, dans la Bible, Jésus ne succombe pas à la tentation. Là, il y succombe bien. Et là, il y succombe, il mange la pomme, le sang coule, et le diable dit « on se reverra ». Et vu que t'as pas vu les 40 dernières minutes du film, parce qu'on peut en parler, on comprend pourquoi le diable, on se reverra, on comprend tout ce qu'il dit. Et je vais te laisser un peu parler, parce qu'après je parlerai de la fin, et vu que je suis le seul à pouvoir en parler, je prendrai la parole. Yes. Donc dis-moi tout ce que tu as à dire sur ce film, tout ce que tu trouves intéressant. Malgré les conditions dans lesquelles j'étais pour le visionner, et moi qui ne suis vraiment pas un fan des films d'époque assez lointaine, j'ai été assez transporté dans cet univers. Scorsese est vraiment très doux avec nous pour nous emmener là-dedans. La caméra est d'une lenteur folle. Hein. Oui, il y a des petits moments où elle est brusque, et pas forcément dans des moments où justement c'est violent. C'est plus dans les moments où Jésus est en doute, parce qu'il est énormément en doute. Il souffre un max. D'ailleurs, c'est super fou ces moments où il dit que c'est Dieu qui lui parle et il a des maux de tête infâmes. Il imagine qu'il se fait fouetter alors qu'il se fait pas fouetter. Ouais. On a un Jésus complètement insane, un Willem Dafoe insane. Ah oui, on dit que Jésus entend la voix de Dieu parce qu'il est fou, quoi. C'est quand même un truc assez fort, quoi, pour un film de 88. Jésus qui aide à faire les croix pour les Romains, d'ailleurs. Ah oui, le début, il est charpentier, il faut en parler. Au début, il est charpentier et c'est lui qui fabrique les croix pour les crucifixions. Alors tu comprends que le film a fait un peu polémique quand même. Bah oui, ça c'est fou que tu dises que du coup Scorsese soit un très grand catholique, parce qu'il remet en question tout ce qui est établi dans la Bible, quoi. Mais justement,
Parce que Scorsese est catholique, mais comme beaucoup d'Italiens, il est protestant. Et c'est-à-dire qu'il questionne la vision de la Bible pour permettre une dimension au catholicisme beaucoup plus humaine. Et c'est-à-dire que les protestants considèrent que Jésus était un humain capable du doute et capable de succomber au péché. Comme il y a dans cette scène du désert de 40 jours dans la Bible, où à la fin, il meurt presque de faim et refuse de manger la pomme de l'arbre, alors que dans le film, il y succombe. Ce qui permet à Satan de lui dire « On se reverra, mon pote !» Et je vais parler de la fin. Et ils vont bien se revoir, Satan et Jésus, parce que le film se termine sur 40 minutes. C'est-à-dire que c'est un des films qui a pour moi la fin la plus longue, parce qu'on ne peut pas dire que la fin commence très tard dans le film, c'est vraiment 40 minutes de fin où le film prend un tout autre aspect. C'est pour ça que, franchement, regarde la fin quand tu auras le temps, parce que c'est merveilleux, où le film prend un tout autre aspect, où Jésus est sur la croix, il est crucifié, et ce qui se présente comme son ange gardien vient le sauver. Et il lui dit « Non, c'est bon, maintenant t'as été crucifié, t'as été sacrifié, viens quoi, il n'y a pas de souci, Dieu il est content de toi, tu vois. » Et alors, il va vivre sa vie. Il va avoir un enfant avec Marie-Madeleine, la prostituée, qui dans la Bible est celui qui lui lave les cheveux, qui lui lave les pieds avec ses cheveux et ses larmes. Il va avoir des enfants avec d'autres femmes, parce qu'apparemment c'est ça ce que le Christ est. Il doit porter l'amour partout. Et non, mais c'est pas une blague, c'est vraiment un truc qui est dit dans le film. Oui. Et il vit une vie de famille paisible jusqu'à arriver à sa mort, où il devient mort de vieillesse. Sauf que Judas, parce que dans le film, c'est Jésus qui demande à Judas de le trahir. Judas qui casse beaucoup de gueule. Ah oui, Judas qui a un vénère dans le film. Et c'est Jésus qui demande à Judas de le trahir. Et Judas le retrouve à sa fin de sa vie et lui dit « Mec, tu m'as demandé de te trahir pour sauver l'humanité. Et au final, t'es là dans un lit, t'as vécu ta putain de vie. Et nous, on est toujours dans la merde. Et Jérusalem, ça brûle à cause des Romains. Tu te rends compte de ça ?» Et là, il dit « Mais non, mais c'est un ange gardien qui est venu me sauver. » Regardez là, et il montre l'ange gardien. Et Judas fait « Tu penses que ça, c'est un ange gardien ?» Et après, tu vois le diable qui fait « Je t'avais dit qu'on se reverrait. » Et c'est vraiment la fin du film. Hein. Et après, Jésus implore Dieu de le remettre sur la croix et d'arriver à cette fin de film où il se fait crucifier. Et il a l'air heureux, apaisé, comme il a partout sur les crucifix. C'est-à-dire que Scorsese explique pourquoi Jésus a l'air apaisé sur les croix qu'on voit dans les églises. Oui, non, mais c'est pas pour rien que le film a fait polémique. Hein. Et je le conseille, énormément de voir ce film. Et on arrive à la fin du temps imparti et je demanderai donc un long mot de fin sur la dernière tentation du Christ. Willem Dafoe. C'est vrai qu'il est exceptionnel, mais j'aimerais bien une phrase. Si vous avez des doutes, si vous aimez bien douter et remettre les choses en question, allez-y, les copains et les copines. Regardez la dernière tentation du Christ. Pour la simple et bonne raison que ça veut remettre, si vous êtes catholique, votre foi en question. Soyez ouverts. Si vous n'êtes pas catholique, ça va remettre en question votre vision de la Bible. Peu importe. Et surtout, donner à Jésus une dimension humaine. Parce que le cinéma, au final, c'est un petit quelque chose de divin. Et tout de suite, on s'écoute une chanson de mon magnifique régisseur à ma droite. Non, c'est la suivante ? Je me suis trompé ? Ah oui, c'est encore... Ah, vous allez inverser. C'est-à-dire que je me suis trompé, on écoutera Irvine plus tard. C'est-à-dire que maintenant, on écoute Full Blown Memories, Feeling the Sun. Let's go. Black eyes is in the center of the white book. Blacklist will tell you how you look. But name on what you are and what you do. Walk as my willing and people will recognize you. A day I swear that I can fly. I want it to rise just like the sun. When the hearts are crying another die. I won't wait, can't wait, I have to run. Have you
just me going crazy, going crazy. I can't rest, I can't feel, I'm stuck between the big fall and the dreams. I won't be what people want me to be. I'm just a fucking animal. I can't rest, I can't feel, I'm stuck between the big fall and the dreams. I won't be what people want me to be. And I Black eyes is in the center of the white book. Black list will tell you why you look. And I have to. Mets le micro dans ma bouche. Et C'est parti. Bienvenue dans Maverick. J'ai remis mon plus beau chapeau crocodile et là vous regrettez de ne pas avoir d'image parce que nous allons parler d'un film assez particulier pour l'émission Maverick. Là où je m'efforce d'habitude de prendre des films avec une qualité supérieure à la moyenne et qui nous permet de parler des plus beaux aspects du cinéma, j'ai choisi Hugo Cabret pour démolir une idée reçue sur Martin Scorsese. C'est-à-dire que Martin Scorsese n'est pas un dieu. Et même lui, il lui arrive de se foirer. Ah, l'engrenage est rouillé. Et c'est pour ça que nous allons parler de Hugo Cabret, sorti en 2011, qui, disons-le tout de suite, n'est pas un très bon film. Je vais... J'ai pas envie de dire Avant ça, que tu commences, je vais me lancer dans un rapide synopsis. Qui est Hugo Cabret, qui était un jeune homme qui habite dans la gare principale de Paris et qui remonte les horloges suite à la disparition de son oncle et la mort de son père. Il habite seul et possède seulement un automate. Un automate qui est le dernier souvenir que son père lui a laissé, avec un cahier de notes. Un jour, en volant dans un magasin de jouets de quoi réparer l'automate, il perd son cahier face à un vieil homme joué par Ben Kingsley. Et cet homme lui propose un job. Tu veux récupérer ton carnet, tu viens travailler pour moi, vu que tu as l'air habile en réparation. Mais partout où Hugo Cabret se trouve, on parle d'un homme. Un homme qui aurait créé le cinéma moderne, un homme qui aurait créé les effets spéciaux. George On Méliès. parle partout de Georges Méliès. Yes, sir. Et étrangement, l'homme qui tient le magasin de jouets où travaille Hugo Cabret ressemble à Georges Méliès alors qu'il est supposé mort depuis plusieurs années. C'est là que les ennuis commencent. Quel est ton avis sur le film? Parce que même si ce n'est pas un film extrêmement qualitatif, Alors, nous continuons la teneur de l'émission. comme dirait un très bon ami à moi, je vois ses qualités. Hein.
Mais... Oh ouais, je connais cet ami, je pense. Bah oui, il y a plein de bonnes idées. Scorsese fait des trucs de ouf. Au niveau caméra, il se lâche. On va sûrement en parler après, vu que j'espère qu'on va quand même parler de ses qualités, de ses plans séquences. Ah mais bien sûr qu'on va parler de ses qualités. On n'est pas là pour faire de la démagogie, bon Dieu. Le film est bon quand on est dans la loge d'Hugo Cabret. Ah Après... ouais. Après, dès qu'on sort de l'espace privé d'Hugo Cabret, le film devient un fouillis, mais atroce. Ouais, c'est super laborieux. Je pense aux moments qui sont désirés d'action. Oh là là. Sacha Baron Cohen qui joue le méchant, enfin avec des gros guillemets le méchant, il y a quand même une scène dans un film de Martin Scorsese où il se fait tirer par un train et frapper dans les couilles par des valises. Et Scorsese appuie pour que... Oh regardez, c'est trop drôle. Et là tu te dis, on regarde pas le même type de cinéma quoi. Pourquoi j'ai lancé un film de Scorsese et je me retrouve devant Scary Movie? C'est assez déprimant. Certains plans de Hugo Cabret sont assez déprimants. Mais il y a aussi de la beauté. Oui, bien sûr. Scorsese, bon, il a quand même pas mal de cinéma dans les pattes, là. Hein. Mais Ouais, en 2011, en je ne m'y retrouve pas dans sa manière de filmer ses personnages. J'ai pas l'impression qu'il les aime autant, qu'il a autant pris de tous temps les acteurs pour, sont en roue libre. Hein. pour l'écriture. Attends, on en a parlé parce que c'est aussi un film qu'on a regardé ensemble. Et tous les acteurs sont en roue libre. Je pense au pauvre Ben Kingsley qui joue Georges Méliès à la fin du film où il tend les bras vers l'écran là, où il sait pas quoi faire et que c'est atroce quoi de te dire qu'un type qui est connu pour sa direction d'acteur impeccable a tous ces acteurs en roue libre. Parce que Asa Butterfield qui joue Hugo. Oui. Mais il joue pas. Bah, il est là, hein. Il est là, il est présent, il existe quoi. Il a le mérite d'exister quoi. C'est atroce. Il a des acteurs talentueux pourtant et il en fait rien. On a Christopher Lee qui est un vieux libraire qui a 2 scènes. Et j'adore Ben Kingsley qui est énorme dans Shutter Island. Énorme dans Shutter Island. Qui est énorme dans Shutter Island et on en parlera. Mais là, Ben Kingsley ne sait pas quoi faire. Bah, franchement, je suis content de le voir, tu vois. Il est là, il sourit. Moi, je suis heureux de le voir, il vit sa vie, c'est cool. Mais. Alors que ce film a tout pour m'exciter. Tu sais que moi, j'adore que quand le cinéma parle de cinéma. J'aime quand un média parle de lui-même. Je suis très excité par ça. Et alors, un film qui se dit putain, en fait, Georges Méliès a survécu, Georges Méliès est toujours là, et Georges Méliès déteste son œuvre, ça m'intéresse. Pourquoi il déteste son œuvre? Ouais, Sauf que c'est jamais exploité. J'ai l'impression que le cinéma ici est plus un prétexte, un média pour exprimer ce qu'il veut utiliser, plus que vouloir parler de cinéma. J'ai pas l'impression qu'il veut vraiment parler de cinéma. Hein. Ah si, et c'est là, il a un côté très boomer, côté boomer qui sera réutilisé dans Le Loup de Wall Street. Mais on ne parlera pas du Loup de Wall Street. Et il a un côté très boomer de dire « Oh, les gens ne sont plus intéressés dans le cinéma ne fait plus rêver les gens, oh, bou, 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 je pleure sur mon art !» Et c'est toi qui ne fais plus rêver les gens, Scorsese. Ben oui, c'est Scorsese qui fait plus rêver les gens depuis des années. Depuis au moins 10 ans. Au moins 10 ans, il ne fait plus rêver les gens. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Et oui, parce que Shutter Island, c'était en 2010. Et Hugo Cabret en 2011. Le début de la chute. Le début de la chute. Oh, ça fait mal. Et oui, parce que la chute continue, parce que de plus haut on tombe, plus longtemps dure la chute, n'est-ce pas? Quelqu'un qui avait atteint les sommets du cinéma, avec Hugo Cabret, commence une chute douloureuse qui fera sûrement beaucoup de bruit, qui le poussera à avoir des avis horribles sur les films Marvel, que je reconnais ne sont pas d'une grande... qualité, hein, les films Marvel. Mais Scorsese qui viendra quand même dire que les films Marvel ne sont pas du cinéma. Et là, tu fais, mais putain, Scorsese, après avoir fait Hugo Cabret... Oh, tais-toi, franchement, tais-toi, quoi. Parce que c'est vraiment, on en parlait, l'amateurisme. T'as des mots à dire parce que franchement, on était d'accord là-dessus. Déjà la scène de début où il nous présente la gare qui sera le lieu principal du film avec ces CGI, mais horrible, elles sont dégueulasses, quoi. T'as déjà vu des graphismes de PS1, ça ressemble à ça, quoi. C'est atroce, quoi. C'est les mêmes que ceux de Zemeckis dans Pôle Express, mais en moins bien. Sauf que Pôle Express, c'est un très bon film. Ce que j'ai dit, en moins bien. En moins bien. Et c'est vraiment horrible. C'est-à-dire que c'est vraiment de la bouillabaisse où tu vois que dalle. Il y a 8 ans de différence entre les deux, quoi. Ah oui, et c'est ça qui est traumatisant, quoi. Et
Mais moi, je te parlais de l'amateurisme des plans. On en avait parlé. Ah bah oui, Hugo Cabret qui court dans la foule à un moment. Ah oui, c'est cut aussi, les cuts. Ah oui, les cuts, Mais parle de la ça foule, cut, parle de la ça scène cut. de la foule, ça m'intéresse. Donc on a Cabret qui court après sa pote qui est la fille de Kingsley, ou c'est l'inverse, je sais plus. C'est la petite fille de Kingsley. Donc on est sur une scène pas super intéressante, franchement on n'a pas... il n'y a rien qui nous pousse à suivre. Et ça prend 10 minutes où c'est juste Cabret qui se perd dans la foule et on ne sait pas où il est. Et la caméra a du mal, elle va dans tous les sens. Et on est perdu avec la caméra, on est perdu dans le film, on ne sait plus quoi faire, quoi. Ça demande un effort de fou Et en tant surtout, que spectateur. surtout Scorsese qui est connu pour laisser respirer ses plans, tu vois. Il y a des cuts toutes les 2 secondes. C'est insupportable. La caméra déjà brise la ligne imaginaire à plusieurs moments, ce qui est un crime. Ce qui est un crime pour tous les gens qui font du cinéma dans le monde. Et il y a des cuts toutes les 2 secondes. C'est-à-dire que c'est comme si là, notre émission était filmée. À chaque fois que je dis un mot, t'as la caméra qui passe sur toi, pas sur moi, pas sur toi, pas sur moi, pas sur toi, pas sur moi. C'est un enfer. C'est horrible, t'as la gerbe. Moi j'avais la gerbe. Oui, c'est un film gerbant, c'est un film Ah ouais, gerbant. c'est un film gerbant. Scorsese, l'amateurisme ici, les transitions, quoi. Oh là oui. là, monsieur, s'il vous plaît. Donc, en fait, on a Scorsese qui veut faire de l'humour, mais qui s'excuse. Et donc, à chaque fin de scène, t'as un petit... Ils se sont obligés de faire une blague à chaque scène. Puis après, il y a 2 secondes où tu regardes juste le comédien qui se sent mal. 2 secondes de comédien qui se sent mal, puis hop, on passe à une autre scène. Sacha Baron Cohen qui souffre dans ce film. Hein. Sois bien d'accord. Hein. Sacha Baron Cohen qui joue le rôle de méchant le plus ingrat de sa carrière, je pense. Il a essayé d'être drôle, hein. Ouais. Mais il y a une scène qui me fait rire quand même, c'est la scène où il est dans le bain avec son chien. Bah, j'ai pas... Tu te rappelles pas? Non. Tu t'es bien marré, pourtant je me rappelle que tu t'es bien marré. Où il lit une lettre, et il est dans son bain. Et après, c'est une des seules bonnes idées de réalisation du film. Il abaisse la lettre. Et après, il y a un gros plan sur la baignoire et on voit que son chien est dans la baignoire avec lui. oui, ok. Et mais pourtant, Hugo Cabret, même si c'est très laborieux à regarder, a des points positifs incroyables. Et il a par exemple ce point positif que je trouve magnifique et qu'on en avait parlé, les plans séquences. Oui, notamment lors de la scène du présentation de la loge d'Hugo Cabret, où la caméra a d'une liberté, la caméra a des ailes, elle fait ce qu'elle veut, elle s'amuse, elle vit. Et c'est beau, à ce moment-là, le film vit, quoi. Et c'est, pour nos auteurs non initiés, un plan séquence est un plan où la caméra ne s'arrête jamais de tourner. C'est-à-dire qu'elle suit l'acteur, peu importe l'action qui se passe, et c'est un plan ininterrompu, là où beaucoup de plans ont des cuts. Et surtout, la caméra est en mouvement, parce que c'est pas un plan fixe. Et là, la caméra, elle tourne, elle valse. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Je l'ai noté d'ailleurs, et regarde. Plan séquence, mieux que Birdman. Parce que on va pas parler de Birdman, mais c'était vraiment de la merde et ça utilise très mal les plans séquences. Mais ça, c'est un autre sujet pour une autre fois. Et cela ne nous regarde pas. Et cela ne nous regarde pas. Et j'aime énormément ce fait que Scorsese veut faire un rappel à son enfance. Comme Hugo Cabret. Hein. J'allais dire, c'est un des points positifs du film, hein. C'est sa manière de traiter la nostalgie. Je trouve qu'il la traite très bien, on est vraiment avec lui sur ce sujet-là. C'est la seule émotion qu'il arrive à faire passer, je pense, à travers le film. Notamment le moment où il y a l'automate dans sa loge avec la projection de la pellicule sur l'automate. Mm-hmm. C'est magnifique. Magnifique. Et qu'est-ce que j'aime qu'on parle de Georges Méliès. Je vais me permettre une minuscule aparté sur Georges Méliès. Il faut, mais cet homme a inventé les effets spéciaux au cinéma. Ce type a inventé la manière de faire la fiction au cinéma. Et c'est normal que Scorsese veut lui rendre hommage. Mais il lui rend hommage de la pire manière possible. Je suis... Franchement, j'adore cette idée de dire que Méliès pourrait détester ses œuvres et ne pas les aimer. Mais c'est mettre un jugement sur le cinéma incroyable. Puis c'est super triste quand on sait par exemple ce que Scorsese a déjà pu faire sur Taxi Driver, sur la manière de mettre du vivant et de faire de lui-même, de laisser faire ce qui se passe, ce que pouvait faire Georges Méliès, quoi, c'est tout fait main. Ici, sur sa manière de faire les effets spéciaux, c'est dommage d'être tourné comme ça avec, sur le numérique, vraiment dégueulasse, quoi. Ah oui, c'est vraiment horrible, hein.
C'est atroce, hein. Je veux dire, si tu veux rendre hommage à un artiste, essaye d'approcher sa technique. Attends, j'aurais adoré voir dans Hugo Cabret des plans faits à la peinture, tu vois, comme dans les films de Méliès. Bah Et oui. qui sont même utilisés dans des films comme Blade Runner de Ridley Scott, où les 3/4 des décors sont faits à la peinture, comme dans les films de Charlie Chaplin. C'est pourquoi, en fait, Scorsese essaye de rendre hommage à une époque sans l'avoir compris. Oui. Nostalgique d'une époque qu'il n'a pas vécue. Oui, voilà, nostalgique d'une époque qu'il n'avait pas vécue. Tellement nostalgique qu'il fait un caméo, il est photographe à l'époque qui se passe. Attends, parce que oui, il fait des caméos dans beaucoup de films, sauf La Tentation du Christ et Shutter Island où il est pas dedans non plus. Mais attends. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un sacré ego pour en fait faire une photo de Georges Méliès. Moi, parce que j'aime bien ce que le film nous raconte. Hein. Et pour moi, faire un caméo, c'est pas anodin. Et donc, t'as Scorsese qui prend en photo Méliès dans le film, littéralement. C'est super présomptueux. Surtout pour avoir détruit l'image que Georges Méliès avait. Ah, pour moi, ce film détruit l'image de Georges Méliès. Hein. Oui, totalement. C'est un enfer. Regardez les films de Georges Méliès. Ça a un peu vieilli, bien sûr que ça a vieilli. C'est le début du cinéma des années 30-20. Bien sûr que ça a vieilli. Mais c'est la naissance des effets spéciaux. C'est la naissance du rêve dans le cinéma. Bah, c'est triste parce que du coup, on ne retrouve pas Georges Méliès dans le film, si ce n'est qu'on en parle. Et encore plus triste, on ne retrouve pas Scorsese. Rien, non, Scorsese, c'est le film le moins Scorsese que j'ai vu de ma vie. Ah, c'est sûr. Et ça me fait encore plus mal de me dire que c'est un film de Scorsese. Ah oui, quand tu vois ce qu'est son premier film, le talent qu'il avait au début, on a l'impression qu'il a tout oublié, qu'il a jamais fait de film quand il fait ça. Il n'y a rien qui va. Ce rythme, le rythme il a d'habitude. Ici, il veut essayer de faire un film rapide, mais ça lui va pas. Oui, mais non, parce que c'est un mec de film lent. Tous les En films plus, qu'on c'est a un parlé film sont qui des parle films du lents. temps, et à aucun moment, c'est vraiment traité par... Enfin non, ça ne va pas. Ça va pas. Non, Martin. Non, Martin, non, Martin, parce que au final, c'est un film candide. C'est un film rempli de bonnes intentions. Oui. C'est un film rempli d'une vraie envie. Et j'en viens à ça. La meilleure manière de démolir cette image de Scorsese qu'il est un dieu, c'est de dire la vérité. Scorsese a réalisé un nanar. Ouais, bah oui. C'est-à-dire que dans le panthéon de Scorsese, on pourra vraiment dire qu'il s'est essayé à tout, parce qu'il a même fait le nanar. Donc, regardez Hugo Cabret. Même si on vient de vous le démolir, on va pas se mentir, je ne suis pas fier de vous avoir démoli ce film à la radio. Je pense que mon comparse ici présent n'est pas fier non plus. Ah non. Parce que notre but est de parler de beau cinéma, mais c'était malheureusement essentiel pour parler de la carrière de Martin Scorsese. Comme on l'a dit, il y a plein de bonnes intentions. Hein. Exactement, un nanar. Regardez Hugo Cabret pour ce qu'il est, un nanar. Un nanar rempli de bonnes intentions, enfantine, qui avait juste envie de créer la passion du cinéma chez des enfants, de faire parler de Georges Méliès, un des plus grands réalisateurs de l'histoire. Et nous terminerons sur ces belles paroles. N'oubliez jamais que le cinéma est une manière de rêver. Scorsese a essayé de rêver, il s'est trompé. Mais à travers son film, vous pouvez rêver aussi. À bientôt, il nous reste un film à critiquer. Et tout de suite, nous enchaînons avec Irvine et Beau Gilet. Oh yeah. Joli gilet. Joli gilet. T'as vu mon nouveau joli gilet? En fait, il est pas nouveau, je l'ai acheté en fripe, mais bon, il est quand même assez neuf. Tu trouves pas? On devrait reconsidérer notre notion de nouveauté. D'ailleurs, j'aime ce gilet, et puis il a une capuche. Tu savais que capuche venait du latin caput? En fait, ça veut dire la tête, Roma caput mundi. Tu sais, comme disaient les latins, quoi. Bref, j'aime beaucoup ce gilet. Il est vraiment très beau et très chaud. Tu veux l'essayer? Allez, s'il te plaît. Allez, dis oui. Tu sais, il est très chaud. Puis il est vraiment très confortable. Il est même ergonomique et moelleux. Allez, si tu veux, tu peux l'essayer. Je te le prête. En plus, tu sais,
sais, genre... S'il te plaît, tu veux pas essayer mon gilet? Mon joli gilet? Allez, dis oui, s'il te plaît. Tu vois, dans ce gilet, on peut y mettre plein de choses parce qu'il a 2 poches. Et dans ces 2 poches, on peut y mettre l'amour et l'amitié. Tu savais d'ailleurs que nous étions tous de la même famille un peu, tous du même monde, tous du même amour, l'amour universel. Moi je crois en l'amour universel parce que c'est une belle chose. J'adore l'amour. D'ailleurs, tu sais que je pratique très souvent le coït. Et toi, est-ce que tu le pratiques? J'adore ça. Bon bah tant pis, hein, c'est pas grave. De toute façon, moi je l'aime bien ce gilet. Je voulais pas le partager de toute façon. C'est pas grave. C'est juste pour moi. T'inquiète. Allez bro. Bonne journée, hein. Ah, qu'il était beau ce gilet. Oui. Une samba sans tristesse, c'est comme aimer une femme qui ne serait que belle. Une samba sans tristesse, c'est comme un vin qui ne donnerait pas d'ivresse. Et un vin qui ne donne pas d'ivresse, ce n'est pas la samba que l'on veut. je veux. Bienvenue dans Maverick, où nous terminons avec le dernier film et un happening qui est prévu, je vous préviens, parce que j'adore prévenir les surprises, parce que je suis vieux. Tout de suite. Merci beaucoup. Merci. On vient de nous apporter une bière parce qu'on est des sales bobos gauchias. Et on va parler d'un film sorti en 2010, c'est-à-dire que Hugo Cabret est sorti en 2011. Nous retournons un an en arrière pour parler, d'à mes yeux, le dernier grand film de Scorsese. Nous allons parler de Shutter Island, adapté du livre de Denis Lehar, qui est sorti en 2003. Je vais faire un rapide synopsis, qui sera vraiment très très rapide et très court, parce que en effet, Shutter Island est un film à twist. Malheureusement, c'est un film à twist, je n'aime pas cette appellation, et de toute façon, au long de la chronique, il risque fort qu'on le spoil, parce qu'on a envie de parler de ce film. Shutter Island raconte l'histoire d'un détective, un marshal, qui va sur une île qui abrite un hôpital psychiatrique, car une patiente a disparu. Sauf que, pendant toute sa visite, il se rend compte que la patiente n'a pas vraiment disparu, elle était là depuis le début, et que le piège était en fait pour lui. Ah bah, je sais pas que tirer si loin dans le synopsis, je pensais que ce serait encore plus concis. Bah, c'est les 30 premières minutes du film, hein. On la retrouve après 30 minutes. Juste dire qu'il prenait le bateau, qu'il arrivait sur un asile et menait une enquête. Je dis quand même que c'est un piège mortel. Non, pas mortel, ça non. Mais c'est un piège. Non, c'est pas. On a dit qu'on spoilait pas tout de suite, on attend la fin de la chronique. Et Shutter Island, Massimo, qui est un film très important pour toi, j'ai cru comprendre. Bah, c'est peut-être le premier Scorsese que j'ai vu. C'est le premier Scorsese que j'ai vu, ouais. Ouais, c'est le premier Scorsese que j'ai vu, Shutter Island. Bah, qui est un très bon film, mais qui n'est pas forcément une bonne porte d'entrée pour le cinéma de Scorsese. Parce que c'est clairement pas ce que tu vas voir après. C'est encore Scorsese qui s'essaye à autre chose. On a un Scorsese dans l'horreur, Scorsese est souvent dans la parano, mais là on est dans une parano amplifiée un max. On est dans le cerveau de DiCaprio, qui est pas le meilleur cerveau à vivre, du moins dans ce film-là. DiCaprio qui sera le second de Niro pour Scorsese, je tiens à le dire. Aviator, Le Loup de Wall Street, dont on parlera toujours pas. Et Shutter Island, où il a tourné quand même 3 fois avec lui. Du coup, oui, encore un film qu'on a envie de toucher, comme Taxi Driver. C'est un film super sensoriel. Une esthétique folle. Hein. Une esthétique folle, beaucoup de vapeur, beaucoup de fumée.
Du feu. Et mon Dieu que j'aime pas le feu. Surtout comme il est utilisé ici. Du coup, on a... Voilà, je suis un mec qui a fait des cauchemars dans ma vie, tu vois. Et il y a des cauchemars dans ce film que fait DiCaprio. Attends, Avec du feu. Et ouais... je vais dire encore un truc problématique, mais j'en ai rien à foutre. Il y a des nazis. Non. Encore un film qui filme mieux les rêves qu'Inception. Bang. Dans ta gueule, Inception n'est pas Nolan. bien. Dans ta gueule, Nolan. Inception n'est pas un bon film. Et je n'ai aucune honte à le dire. Je peux vous faire une liste d'à peu près 15 films qui filment mieux les rêves qu'Inception. Alors arrêtez de m'emmerder avec Inception. Criticception. Criticception. Et non, les scènes de rêve sont incroyables. Ah, elles sont incroyables, c'est super bien filmé. La toute première scène avec le bâtiment qui tombe en ruine là Oui, autour oui. d'eux. La toute première scène de rêve est magnifique. C'est pour ça que ça me traumatise autant. Parce que les cauchemars sont super bien réalisés. Ah oui, oui, oui. La scène... anecdote. Yes. Il y a un flashback On dans n'a le pas eu film. d'anecdote d'Hugo Cabret. Non, parce que j'ai pas envie. Et parce que j'en ai pas trouvé non plus, parce que le film devait être chiant pour tout le monde. Et c'est-à-dire que il y a une scène où on voit DiCaprio avec la troupe de soldats abattre des nazis. C'est réel. Ça s'appelle le massacre de Dachau, qui s'est passé le 29 avril 1945, où, en fait, en représailles à ce que tous les nazis ont fait, les soldats américains, en prenant le camp de concentration de Dachau, vont mettre tous les soldats nazis sur une grille, 560 soldats, et vont les abattre. Ce qui est considéré toujours aujourd'hui, parce que bon, ce qui est assez invraisemblable avec le monde, c'est qu'il y a des crimes de guerre, c'est-à-dire que la guerre est soumise à la loi, et c'est considéré comme un des plus grands crimes de guerre de l'humanité. Ils ont abattu de sang-froid 560 nazis qui ne pouvaient pas se défendre. Et c'est d'ailleurs le traumatisme de DiCaprio dans le film, qu'il en parle plusieurs fois. Il dit qu'il n'est pas un homme bien parce qu'il a connu le meurtre, il l'a pratiqué et ne souhaite pas le refaire. Les implications de ce film sont malades. Je pense que ça fait partie des films que vous ne devez pas regarder en allant pas bien. Non, vraiment, vraiment. J'insiste. La paranoïa de ce film est absolument fou. C'est-à-dire que tu ne sais absolument... Il y a un moment dans le film où tu ne sais plus ce qui est réel ou pas. Bah, tu deviens fou avec le personnage, hein. Ah oui, oui, oui. Tu évolues en même temps que le personnage. Et DiCaprio fait une de ses plus belles prestations d'acteur. Oui, on peut le dire, oui. Ah non, moi, pour moi, c'est sa plus belle prestation d'acteur. La scène où il explose la voiture. Oui. Oh, c'est dingue par toutes les émotions qui passent dans cette scène. Quand il est en train de préparer l'explosion et qu'il imagine sa femme en train de lui parler. Ah, mais c'est émotionnel parce que DiCaprio, à un moment, il fait ce qu'il veut, quoi. Ah oui, Il peut aller chercher tout ce qu'il veut. C'est un enfer, quoi. Ce film est viscéral. C'est complètement viscéral, quoi. Il faut le reconnaître. Il y a... Et on arrive au moment où on spoil le film parce que j'en ai marre de pas parler de la fin. C'est pas le plus intéressant. Elle est folle, mais... Non, c'est important. C'est quand même important parce qu'un film est un tout. Un film est un tout et sa fin est tout aussi importante que le début. Je suis l'alpha et l'oméga, on va reciter la Bible, la dernière tentation du Christ. À la fin, on apprend que le personnage de DiCaprio est depuis le début impatient de l'asile. Et que toute cette expérience, tout ce film était là pour essayer de lui redonner la raison sur le crime qu'il a commis. C'est-à-dire tuer sa femme, qui a elle-même noyé ses 3 enfants dans un lac parce qu'elle était folle. Et qu'on arrivera à la punchline du film, une punchline magnifique parce qu'il est condamné à mourir, parce que cette expérience était la dernière chance qu'il avait pour survivre, où il dira cette phrase en faisant semblant d'être fou, théorie qui n'est pas une théorie parce qu'elle a été confirmée par Martin Scorsese, une de mes anecdotes du film. Je préfère mourir en héros que de vivre en monstre. Bang. Et même en connaissant la fin, c'est un film qui est tout à fait appréciable. Et je dirais même plus, c'est un film qui est encore plus appréciable en connaissant la fin. Ah oui, c'est un film qui se voit plusieurs fois, hein. Mais qu'as-tu à dire là-dessus, justement ? Quel petit détail Scorsese arrive à nous plonger à l'intérieur de ce film tellement fort que le voir une deuxième fois est une toute autre expérience que la première fois. Bah en fait, tout le monde est au courant dans l'asile, du coup, que le personnage joué par DiCaprio était déjà là avant. Et du coup, dès le début du film, on nous le fait comprendre.
Il y a plusieurs phrases. Par exemple, je pense à ce moment où DiCaprio arrive dans le côté le plus dangereux de l'asile et qui rencontre ce fou qu'il a tabassé quelques jours avant, qui lui dit tu m'as tabassé quelques jours avant, tu te souviens pas? C'est toi, mec, c'est toi qui est dans cette enquête, c'est toi le criminel dans cette enquête. Et depuis le début, tout le monde, et c'est fou de voir comment il joue avec lui en fait. Et Ben Kingsley qui joue le psychiatre en chef est purement incroyable. Mais ils sont tous incroyables, même le mec qui fait son associé. Oui, l'allemand. Et Mark Ruffalo est aussi excellent dans le film. Non, en fait, Mark Ruffalo, justement. Ruffalo. Je croyais que tu parlais du deuxième psychiatre. Non, l'associé de DiCaprio. Mark Ruffalo. Oui, Mark Ruffalo Qui est joue totalement Hulk. fou. Oui, c'est vrai. Mais qui est meilleur dans Shutter Island. Bien sûr, parce que les films Marvel, c'est pas très bien, mais c'est pas grave, vous pouvez aimer quand même, c'est pas un souci. Tu disais. J'adore le folklore. Sauf quand c'est pendant la dernière putain de tentation du Christ. Oui. Ok, tes trompettes, laisse les trompettes de côté. Les aliens jouent de la trompette dans notre rencontre du troisième type. C'est aussi Shutter Island, je pense que nous pouvons terminer sur cela. En tout cas, terminer sur ce film. L'esthétique de ce film, mon Dieu. Oui. Il est magnifique. C'est un film où tout se passe mal et pourtant il est d'une telle beauté, les couleurs. La lumière de ce film. Il y a toute une partie qui est éclairée à l'allumette. Oui. Et c'est vrai, c'est réel. C'est réel. C'est magnifique. Niveau esthétique, je pense naturellement au cauchemar. Je pense à cette scène qui est tristement magnifique quand on voit la scène de meurtre de sa femme, où les couleurs sont suraugmentées. Extrapolées, c'est surexposé. On a une caméra qui bouge très très peu. On est sur un tableau. C'est un film de tableau. On a pas mal de tableaux. Et justement, le tableau du crime, je vais l'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'il est beau, quoi. C'est horrible, hein. C'est horrible de voir DiCaprio qui pleure devant sa femme avec ses 3 enfants couchés devant lui. Il va les rechercher dans l'eau, il les porte tous les 3 sur ses épaules, il les couche l'un à côté de l'autre. Mais je ne sais pas comment il fait pour rendre ça beau, mais c'est beau. C'est magnifique. Et le jeu de DiCaprio joue beaucoup aussi, hein. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'adore ce truc où il est tétanisé quand il câline sa femme avant de le tirer dedans, parce que... Encore un truc qui a été fait dans Inception et qui est mieux fait ici, qui a mieux fait. Ouais, en fait, Shutter Island, c'est la meilleure version de Inception. Oui, c'est vrai. Si Nolan nous écoute, j'en ai rien à foutre, fais-moi un chèque. Et et on va terminer Shutter Island sur ces belles paroles, parce qu'il faut regarder Shutter Island, je vous le conseille. Tu m'as même donné envie de le revoir encore. Hein. Ah bah oui, parce que même avec un film d'une puissance comme ça, et même si on a spoilé la fin. Les films à twist, regardez-les 3-4 fois. On s'en fout que ce soit des films à twist. C'est des films souvent qui ont caché tellement de détails que c'est toujours un plaisir de les regarder une seconde fois. Ouais, c'est un film qui hante, les gars. Et c'est l'heure de l'happening. Happening time. C'est l'heure de l'happening. C'est l'heure de l'happening, you know. Because j'ai dit qu'on ne parlerait pas d'un film. Mais on va parler d'un film parce que j'en ai marre et il faut que j'en parle. C'est-à-dire que je vais faire une critique express du Loup de Wall Street. Let's go. Le Loup de Wall Street, c'est juste Martin Scorsese qui sent sa vieillesse arriver et qui essaye d'être décadent alors qu'il ne l'est plus. C'est-à-dire mettre des scènes de cul à peu près tout le temps, mettre de la drogue parce que oh là là, la drogue c'est trop fou, alors qu'il a fait des films qui traitaient beaucoup mieux de la drogue que ça. Et surtout, un DiCaprio en roue libre qui joue comme une planche et une mise en scène qui ne ressemble à rien. C'est-à-dire qui est purement... thématique, qui n'est en aucunement une œuvre poétique ou belle, ce qui vient... Oui. J'aime bien toujours quand même dire des petits trucs chouettes. La mise en scène, tu dis qu'il n'y a rien, mais mise en scène côté rythmique, c'est quand même plutôt bien exploité. Non, c'est une rythmique musicale. C'est toujours musical, Scorsese. Oui. Sauf que là où Scorsese joue avec une certaine forme de contre-musicalité, où il a une musique et une scène où ils sont justement pas ensemble dans le rythme, mais que les deux rentrent bien, tu vois, comme l'image d'un râteau qu'on rentre dans un râteau. Là, non, il suit la musique au poil près. C'est insupportable. C'est vraiment Scorsese qui se laisse dicter sa mise en scène par la musique, et c'est un enfer. Et moi, ça m'énerve. Mais après, je comprends qu'on puisse aimer ça. Ça donne un effet très propre, très lisse. Et c'est d'ailleurs ça que je reproche au Loup de Wall Street. C'est un film lisse. Arrêtez de dire que vous êtes des rebelles parce que vous avez aimé le Loup de Wall Street, parce que vous êtes
tout sauf des rebelles en ayant aimé le Loup de Wall Street. C'est un film extrêmement lisse. Et oui, même s'il est adapté d'une histoire vraie, même si DiCaprio se met une bougie dans le cul, oh là là, super, j'ai toujours envie de parler de la scène où Leonardo DiCaprio se met une bougie dans le cul, c'est ça qui fait un bon film. Le Loup de Wall Street, mettez-y un deuxième regard. Intéressez-vous en tant qu'œuvre cinématographique et pas en tant qu'œuvre de divertissement purement factuel. C'est une œuvre de Scorsese, une œuvre qui signera sa décadence totale, la dernière œuvre où il était encore auteur. Si vous voulez voir Loup de Wall Street en mieux, regardez peut-être Gatsby le Magnifique. Excellent film. J'ai pas le nom du réal, mais qu'est-ce que c'est un bon film, Gatsby le Magnifique. Et donc on va terminer sur la conclusion. Martin Scorsese est une personne qui a marqué le cinéma énormément. C'est-à-dire qu'il est impossible de parler de cinéma sans un moment citer un film de Martin Scorsese. Tout le monde aura en tête Raging Bull, Aviator, Casino, Les Affranchis. Tout le monde aura ces films-là en tête. Et c'est pas pour rien que j'en ai pas parlé, parce que tout le monde les a déjà vus, tout le monde a envie de les voir. J'avais envie de vous donner envie de voir des refilms ou de revoir des films qui n'étaient pas forcément les plus connus de Scorsese. Parce que c'est vrai, quand on dit Scorsese a réalisé Loup de Wall Street, Scorsese a réalisé Hugo Cabret, Scorsese a réalisé Shutter Island, on te dit « Ah bon, c'est Scorsese qui a réalisé ça ». Parce que pour beaucoup de gens, Scorsese est mort à partir des années 2000 et c'est bien triste. Mais redonnez une chance à Scorsese et acceptez une chose. Comme il l'a fait dans La Dernière Tentation du Christ, Scorsese n'est pas le Messie, Scorsese n'est pas Dieu. Scorsese est un humain qui peut avoir des doutes et se tromper. Le cinéma de Scorsese est important non pas parce qu'il est du cinéma exceptionnel, il est important parce que c'est du cinéma signé d'un être humain, dans un acte purement social. Et social. Parlant. On n'a pas beaucoup parlé de social, mais le mot social est super important pour Scorsese. Je vais